Ben écoutez, le Niger, comme d'autres pays, ont été frappés par un coup d'État, n'est-ce pas? Nous avons toujours dit que nous déplorons les coups d'État. Encore faille-t-il apprécier ce qu'est devenu réellement un coup d'État aujourd'hui, puisqu'il y en a plusieurs. Il y en a des coups d'État militaires, sanglants, non sanglants. Et il y a aussi que nous ayons constaté ces derniers mois et ces dernières années que l'intelligentsia africaine aussi a appris à faire des coups d'État constitutionnels. Donc c'est déplorable, les coups d'État dans tous les cas. Maintenant, si cela est suivi, n'est-ce pas, d'une manifestation du peuple, si c'est un coup qui vient corroborer, n'est-ce pas, le besoin d'un peuple au changement, et qui suis-je pour apprécier ça? C'est au peuple de décider, c'est pas à nous. Donc voilà l'appréciation que je pourrais faire de ça, en souhaitant que les nouvelles autorités, pour nous c'est déjà impacté, hein. Pour nous, les nouvelles autorités prennent sur elles, n'est-ce pas, les responsabilités de régler d'abord les problèmes pour lesquels elles ont fait ce coup d'État, et ensuite faire en sorte que le peuple nigérien puisse retrouver, n'est-ce pas, la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Le reste n'est que du dilatoire. Élu démocratiquement ou autocratiquement, ça c'est un verbiage qui vient de l'Occident. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Écoutez, pour moi déjà, il faut parler des institutions, ce qu'elles valent aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elles valent encore grand chose. Hein. Vous constaterez avec moi que ce sont voilà, des institutions qui ont, n'est-ce pas, qui sont professionnalisées, hein, en matière de 2 poids 2 mesures. Je vous donne même des dérives de ces institutions. Je prends la première. Vous êtes en difficulté. Vous allez chercher le monsieur du Tchad qui n'est ni de votre institution, donc qui n'a rien à y voir pour venir régler des problèmes en interne. Ils ont vite compris, ils se sont ravivés, ils ont nommé un autre. Un deuxième exemple. Mais quand il y a coup d'État constitutionnel, et je prends par exemple le cas des 3e mandats, qui sont interdits par certaines constitutions de certains pays, s'il est tel qu'il y a un levé par rapport à ces articles-là qui disent qu'on ne doit pas avoir 2 mandats, machin, que le jeu est ouvert à vie, on apprécie et on avance. C'est la loi du pays. Le président Laurent Gbagbo nous l'a souvent enseigné. Hein. Apprenez à respecter les lois que vous vous donnez. Maintenant, si vous vous mettez dans un jeu de dribble, comme l'a dit l'ancien, en tout cas le ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, que la formule des 3e mandats, c'est d'avoir le ballon en se dribblant soi-même. Mais il souffre qu'on en arrive à des dérives. C'est que parfois l'armée est obligée de prendre les armes. Donc il faut comprendre aussi que cela est aussi dû à... Cette analyse, elle est profonde, c'est une problématique. Et enfin, d'ailleurs, j'allais chuter sur ça en vous disant, mais qu'est-ce qui pousse, en vertu de quoi et de quelle loi pousse-t-on les militaires à ne pas être candidats dans un État? Tant qu'ils sont patriotes, ils sont citoyens de cette nation. Pourquoi on les écarte? Et puis, le fait même de leur demander pas des articles de la loi électorale, d'aller se déshabiller pour se présenter, ça ne fait pas d'eux des militaires. Est-ce que demain, si on vous demande d'enlever votre micro et autres, là, ça vous empêche d'être journaliste? C'est une vue de l'esprit, en fait. Grandissons un peu, voyons le monde autrement. Et l'Égypte a réglé ce problème. Aujourd'hui, en Égypte, vous voulez être candidat, vous gardez votre tenue, vous allez aux élections. Et rien ne se passe. Souffrez que je raisonne là maintenant en tant que militaire. Qu'est-ce qui motive la frappe des pays comme l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan,
La Libye qu'on nous a détruit et qui peine à se relever. Le Mali qui était en voie de devenir un chiffon. Le Centrafrique qu'on a quasi mis à genoux. Pas de méthode quoi, militaire. Revenons en arrière pour apprécier ceux qui, n'est-ce pas, ont été des militaires qui ont dirigé l'Occident. Prenons un seul même exemple pour apprécier la chose. Le général de Gaulle. Allez lire son histoire. C'est l'un des meilleurs putschistes. Qu'on nous reproche quoi? On reproche quoi aux militaires, en fait? Ouais, la différence entre les militaires et les civils en Afrique, c'est que le civil est facilement manipulable. Mais les militaires, non. Ils vous posent toujours des difficultés. Et ouais, ceux qui sont là pour, n'est-ce pas, piller nos ressources. Et c'est le cas. Vider notre armée de tout sens. Faites de nous des vallées de l'Occident. Ce sont ceux-là qui permettent à ce qu'on en arrive à des situations de ce genre. Déjà, bon, moi je trouve que c'est une ingérence, n'est-ce pas, d'une part, de rentrer, d'aller s'ingérer dans les affaires du Niger. Les Nigériens sont responsables de leur pays. Imaginez qu'il y a un incident au Bénin ici. Qu'est-ce que le Nigeria a y à voir? Je suis chef d'État, moi, je ne permettrai jamais ça. Où est alors votre indépendance? Où est l'intégrité? La dignité que vous avez d'être de bomber le torse, de dire que je suis béninois, je suis ivoirien, je suis congolais. Vous laissez vassaliser par des puissances, sous prétexte que bon, la démocratie est mise en danger, mais de quelle démocratie parle-t-on? Franchement. Et puis d'ailleurs, vous lancez un ultimatum à quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas la capacité de frappe. Vous ne savez pas comment sont les Nigériens, comment est constituée leur armée. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfois victimes, n'est-ce pas, du terrorisme, qu'ils sont une armée, que l'armée est complètement affaiblie. Hein. Vous avez vu, quand il s'agissait de prendre leurs responsabilités, vous avez vu, ils ont tous rallié. Ils se sont tous entendus. Le mot d'ordre a été le même. Dans la direction, la nouvelle direction adoptée, l'armée nigériane, elle a peut-être des capacités au-delà de celles de l'armée béninoise ou ivoirienne ou autre. Mais déjà, c'est des gens qui sont opposés du point de vue langage. Comment ils vont, combien d'officiers ivoiriens vous parlent anglais? Pour aller dans les détails. Ensuite, la méthode opérationnelle à mettre en place pour mettre les nouvelles autorités du Niger en difficulté, tout est vide. C'est vide de sens. Et vous voyez, malheureusement, cette manipulation-là vient toujours du politique. Il faut faire attention aux politiciens. Hein. Moi, je vous le dis. Méfiez-vous des gens qui se proclament politiciens. Méfiez-vous d'eux. Ils sont que dans l'objectif de leurs intérêts. Encore s'ils relèvent d'un système partisan, là vous êtes cuits. Donc méfiez-vous des politiciens. Faisons en sorte que les nouvelles autorités là, comme on l'a vu faire ailleurs, ou en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, que bon, les choses se fassent dans le calme, la sérénité, tout en veillant à ce qu'il y ait une transition bien calculée qui aboutisse à des élections. Pourquoi on ne fait pas cette intimidation au Tchad? Le Burkina, qui a eu aussi un coup d'État, pourquoi il n'y a pas autant de sanctions sur ce même Burkina? Alors, question de poids, de mesure. Non, moi, de grâce, parlons des chefs d'État sérieux. Excusez-moi le terme, je vais être un peu dur à ce niveau-là. Non, ne me parlez pas de lui. C'est mon avis, je l'assume. Ne parlons pas de lui. Si lui, il est un va-t-en-guerre, qu'il a des troupes à les faire tuer, vous voyez déjà, il y a un convoi qui est parti là, qui fait un accident. La main de Dieu. Dieu nous parle à travers des actes. Mais on ne réfléchit pas. Et puis, de quel droit voudrons-nous aller instaurer un régime démocratique dans un autre pays qui n'est pas le nôtre? En vertu de quelle loi?
ce que vous appelez convention. Des lois qui sont tripatouillées par les mêmes. Aujourd'hui, je suis content, demain, je ne suis pas content, je dévisse la loi, je la remets dans un autre État. Au détriment de la vision du peuple. Vous savez, nos dirigeants sont en inadéquation totale avec les populations actuelles, les peuples actuels, de la sous-région, en tout cas ouest africaine, pour ne citer que celle-là. C'est grave ce qui se passe. Moi, je voyage beaucoup. J'écoute, j'entends, je vois. Je me fais ma propre opinion, je fais des autocritiques aussi. Si tel est que le président Bazoum est légitime et démocratiquement élu, le peuple nigérien ne serait pas tombé dans les rues comme on l'a vu là. Non, je ne pense pas. On parle trop, on ne fait rien. Je vous le dis, je suis serein, moi je suis calme. Par rapport au Niger, s'ils s'aventurent là-bas, ça va être une défaite cuisante. Je vous le dis, même sans prendre un stylo ou appeler mes amis de la sous-région là, qui se fait partie, n'est-ce pas, d'un groupe, n'est-ce pas, de gens qui réfléchissent au plan bien, aussi bien militaire, politique, socio-culturel que culturel par rapport à l'évolution des nations dans la sous-région. Mais quand on fait toute analyse faite, on en vient au point que les gens parlent pour parler, au fait, c'est du vent. Et puis d'ailleurs, les autres nations vous regardent comment. Quand vous lancez un ultimatum, c'est que vous avez une armée déjà prête, aguerrie, formée, avec des moyens. Et quand vous déclenchez une guerre, on sait quand elle commence, jamais quand est-ce qu'elle finit. Qui vous pourvoit en matériel? Quel est l'État qui, dans la situation internationale actuelle, où c'est qu'on est en train de vider les poudrières de l'Occident et des États-Unis au détriment de l'Ukraine, qui sont ceux-là qui vont se permettre de mettre à votre disposition des munitions, des armes, et tout ce que vous aurez détruit ou que l'ennemi aurait détruit sur le front? Qui va vous donner ça? Et enfin, sur la base de quels moyens financiers vous déclenchez une opération pareille, ne sachant pas en face ce que l'autre de l'autre côté vous prépare aussi. Vous savez, si je viens vous forme mes points contre vous, mon frère, c'est que je sais que je suis capable de vous frapper. Sinon, je ne forme pas de points. Alors, qui dégonfle et qui s'occupe d'abord de leur pays en interne, qu'ils forment une force pour lutter contre le terrorisme. Ceux qui viennent découper nos mamans, éventrer les femmes enceintes, tuer les enfants, ramasser le bétail, mettre nos populations à mal. On lutte d'abord contre ces gens-là. Et là, vous vous direz, là, nous avons la capacité, nous avons des unités opérationnelles à déclencher une guerre. C'est une vue de l'esprit. C'est du saupoudrage. Il n'est pas militaire, il n'y connaît rien, il n'a jamais... Vous voyez des chefs d'État qui se permettent ce genre de choses. On demanderait au peuple de voter, de mettre pression sur les députés pour que désormais nos chefs d'État passent des séjours dans les casernes pour connaître ce que c'est que la vie des soldats, ce à quoi les soldats sont soumis au quotidien. Vous ne parlez même pas de... Allez voir dans nos casernes comment les soldats vivent. Je ne parle pas du Bénin en particulier, je parle de toute l'Afrique. Quand vous comparez leur mode de vie, déjà ce qu'ils gagnent comme salaire, les difficultés qu'ils ont au quotidien à traverser les problèmes de la vie, vous voulez les envoyer à l'abattoir pour en faire chair à canon? Non, mais soyons sérieux. Et puis ces gens de décisions, les décisions politiques n'engagent que ceux qui les prennent. Moi, je suis chef d'état-major d'une armée, vous êtes mon président, vous prenez une décision comme ça, je vous arrête. Je dis, monsieur le président, nous, on ne rentre pas dans ça. Pour les raisons que voici, et je les énumère, je vous montre, vous ne voulez pas, je démissionne, je m'en vais. Vous avez vu le chef d'état-major français, l'ancien, quand le président Macron est arrivé, sur les questions liées... sur les questions de politique internationale liées à l'appareil militaire, il a dit non, voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez modifier, moi je m'en vais. Il dit oui, partez. Et voilà, vous avez vu là, la France est en train de se faire enfumer partout. Parfois, il y a des politiques qui vous poussent dans le décor. Méfiez-vous des politiciens, hein, je vous le dis.
Le chef suprême des armées, c'est le chef de l'État. Mais il faut lui en faire entendre raison que mon armée, dans la situation actuelle, là, monsieur le président, ne peut pas s'engager dans une guerre. Nous avons des problèmes de politique intérieure, sécurité intérieure. Nous, là, Malanville, là-bas, ça frappe parfois, ça va dans le parc Pandjari, ça tue nos officiers, nos sous-officiers, hommes de rang, etc., etc. On n'a pas fini de régler ce problème-là. Il y a des problèmes de braquage par-ci, par-là, dont la presse parle tout le temps. On a des problèmes de gestion de la cité, sécuriser les biens et les personnes. On n'a pas fini de régler tout ça. On va aller faire la guerre à un pays qui, plus est un pays frère et voisin, avec lequel nous avons une frontière, et pour lequel il y a des milliers de Béninois et de Nigériens de part et d'autre. C'est une folie. Surtout, n'occultez pas ce que je dis. Ne faites pas de censure sur ce que je dis. Je suis chef d'état-major général. Je dirais à mon président, Excellence, avec tout le respect qu'on vous doit, la troupe dans l'état actuel ne doit pas livrer, ne serait-ce que dans le bon sens, une guerre à un pays voisin. Vous faites ça, ça c'est en votre temps. Vous finissez, vous partez. Qu'adviendra-t-il de nos relations dans le futur avec le Niger et autres? Et puis n'oubliez pas un petit détail. Vous pouvez être marié à une Nigérienne. Moi, à un Nigérien, à une Burkinabé ou autre. Si mon État décide de déclencher une guerre, ça commence là, au niveau du foyer. Vous détruisez des ménages, vous détruisez des familles, vous ne vous imaginez pas les conséquences qu'il y a derrière le fait, n'est-ce pas, de prendre des décisions d'aller en guerre. Il faut toujours prôner la paix. La paix, dit le président Houphouët-Boigny, n'est pas un simple mot, mais un comportement. À mon avis, non. Et jamais, que ça ne se fasse jamais. On a vécu l'histoire de pilote de l'Ecomog. Vous savez que je suis marié dans la famille là-bas. Donc le Libéria, c'est comme une deuxième patrie pour moi. On a vu ce qui s'est passé. Ça a empiré le conflit. Ça a déchiré les Libériens. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne s'en remettent pas. Donc, de grâce, gardez vos soldats dans leur caserne, qui s'occupent de sécurité nationale ou de la prévention, éventuellement de cette guerre asymétrique auquel presque tous les États sahéliens sont, n'est-ce pas, assujettis, et qu'on évite d'aller dans des déclarations va-t-en guerre. Ça ne servira à rien. On sait quand ça commence, c'est jamais quand ça finit. Donc, de grâce, nous convions le chef de l'État, avec tout le respect que nous avons pour lui, le ministre de la Défense, et tous ceux qui sont autour de nos armées et tous les chefs de corps, à aller dans ce sens-là de la réflexion. La paix est toujours la paix. Tant qu'on peut privilégier la paix, il n'y a pas de moyen pour ça. Et éviter de recevoir les pressions. Il faut savoir dire non. Il faut dire non. Non, c'est non et niet. Désormais, ça doit être le leitmotiv de tous ceux qui ont l'intention d'aller, n'est-ce pas, en guerre. Encore faille-t-il que si on vous déclare la guerre directement, là, on peut comprendre. Un dernier détail politique. Il faut que notre Assemblée nationale ouvre l'œil. Ils auront des comptes à rendre. Ces députés-là qui vont laisser faire cette affaire-là. Le président a l'obligation de consulter notre Parlement. Même s'il est monocolore ou je ne sais pas quoi. Pour l'histoire, les écrits resteront.